Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont émaillé que ce soit la scène nationale, régionale ou internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de l'Antenne internationale M. Raouf Gaafar, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale. Merci, bonsoir. Merci à vous. Justement, aujourd'hui, deux sujets principaux à discuter pendant les prochaines minutes. Cette première visite de la part d'un président de la République de Kirghizistan. C'est pour la première fois, encore une fois, qu'on trouve un président qui fait une visite officielle ici en Égypte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelles sont les lectures, que ce soit économiques ou politiques, de cette visite? C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, durant les prochaines minutes à travers les explications de notre invité, mais aussi dans la deuxième tranche de cette émission, nous allons jeter plus de lumière sur la crise soudanaise, sur la guerre civile soudanaise, notamment qu'on trouve de plus en plus une sorte de tragédie humanitaire, militaire, civile, et ainsi de suite, au Darfour, dans la ville d'Al-Fasher, dans la ville de l'Abaïd. Tout ça, qu'est-ce que l'Égypte fait pour arriver à une sorte de solution diplomatique? Comment l'Égypte trouve la situation, mais aussi l'impact de cette crise soudanaise sur les pays voisins, sur la scène régionale? Est-ce que nous sommes vers l'escalade ou plutôt vers des accords de paix, notamment après, entre deux guillemets, le rôle américain qui a été de plus en plus se trouve sur le terrain et qui a été dopé par, entre deux guillemets, encore une fois, une volonté de la part de Donald Trump d'apaiser ou de mettre fin au conflit au Soudan. Justement, pour commencer, je dois vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le président Abdel Fattah al-Sisi qui a accueilli son homologue Sadir Japarov, président de la République kirghize. Au cours d'une séance de consultation à huis clos, le président Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue kirghize à l'occasion de la première visite officielle d'un président du Kirghizistan en Égypte. Le président Sisi avait souligné l'importance historique de cette visite qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre deux pays. Il a de même exprimé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. Les explications, les détails dans ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue kirghize Sadir Japarov. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée à l'hôte imminent. Les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur. Les hymnes nationaux ont été joués. Le président el-Sisi a ensuite accompagné son hôte à une réunion à huis clos, suivie d'une rencontre élargie avec les délégations des deux pays. Les deux chefs d'État ont ensuite assisté à la signature de deux mémorandums d'entente entre les deux pays. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a accueilli le président Japarov pour la première visite présidentielle d'un chef d'État kirghize en Égypte dans l'histoire des relations bilatérales. Le président Sisi a insisté sur l'importance de cette visite historique qui ouvre de nouvelles perspectives pour les relations entre les deux pays et a exprimé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines d'intérêt commun. Il a également salué la décision du Kirghizistan d'ouvrir une ambassade au Caire, y voyant une étape stratégique qui renforce les relations bilatérales, notamment dans les secteurs économiques, commerciaux et de l'investissement. Le président Sisi a également souligné l'importance de la coordination continue pour la tenue des réunions du comité gouvernemental conjoint de coopération économique, scientifique et technique, y voyant un cadre institutionnel essentiel pour assurer le suivi et le développement des résultats de la visite. De son côté, le président Japarov s'est dit ravi de sa première visite au Caire, félicitant le président pour l'inauguration du Grand Musée égyptien et réaffirmant la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines. Il a également expliqué que la décision du Kirghizistan d'ouvrir une ambassade au Caire repose sur sa conviction du rôle central de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique et son racine dans les liens historiques unissant les deux pays. La réunion a également porté sur plusieurs sujets importants dans le cadre des relations bilatérales, notamment la possibilité pour les entreprises égyptiennes de participer aux efforts de développement au Kirghizistan, compte tenu de la vaste expérience acquise par ces entreprises dans ces domaines. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer les relations commerciales et d'investissement
entre les deux pays, les opportunités de production conjointe et les moyens de consolider la coopération entre les institutions religieuses des deux pays. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion avait également abordé l'actualité politique et les questions régionales d'intérêt commun. Le président a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Le président Japarov a exprimé sa profonde gratitude pour le rôle actif de l'Égypte dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu qui a abouti à un sommet de paix de Sharm el-Sheikh, a insisté sur l'importance de sa pleine mise en œuvre. Le président kirghize a également exposé le point de vue de son pays sur l'évolution de la situation en Asie centrale, notamment les défis et les opportunités qui se présentent à lui dans le contexte des transformations internationales en cours. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que le président kirghize Sadir Japarov a rencontré le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli. Les deux responsables ont assisté aujourd'hui en fait à la table ronde économique conjointe, à la suite de laquelle les deux côtés ont signé un certain nombre de mémorandums d'entente pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Dans son allocution lors de la table ronde, M. Japarov a souligné que son pays aspire à lancer un partenariat avec l'Égypte dans tous les domaines. Donc, pour plus d'analyse de dimension de cette visite historique qu'on a aujourd'hui, les activités du président du Kirghize, j'ai encore une fois l'honneur d'avoir avec moi au studio de Native International M. Raouf Garafar, notre analyste politique et économique, en tant qu'un observateur, Dr Raouf. Comment vous lisez la visite qui est historique pour l'Égypte et pour les relations, au niveau des relations de deux pays, et à quel point ça ouvre, ou peut en fait ouvrir une nouvelle page pour les deux pays? Bon, historique, oui. C'est la première visite du président de Kazakhstan en Égypte. Kirghizistan. Voilà. Oui. Et nous devons remercier l'occasion de l'inauguration du Grand Musée, parce que ça nous rapporte beaucoup d'invités, disons, qui sont de haut échelon. Donc ça ouvre des possibilités entre l'Égypte et beaucoup d'autres pays. Ça vient justement avec le contexte que notre président et administration ont adopté, de s'ouvrir sur tous les pays, sur tout le monde, et établir des relations économiques, politiques avec tous les pays du monde. Vous l'avez mentionné, c'est la première fois que ce pays, le président, arrive au Caire. Nous n'avions même pas des relations diplomatiques. Maintenant, on contemple ouvrir une ambassade en Égypte, ce qui va marquer un début de coopération entre les deux pays. Il y a beaucoup d'intérêts communs, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons s'entraider. Il y a des boîtes égyptiennes, des sociétés égyptiennes qui ont une certaine ingénierie qui peut être exportée. D'ailleurs, il y a des projets qui peuvent être réalisés par des sociétés égyptiennes d'un côté, et puis de l'autre part, on va coopérer dans beaucoup d'autres domaines entre les deux pays. On a mentionné encore les relations religieuses un tout petit peu. Bref, c'est une bonne occasion de démarrer sur le plan d'intérêt commun entre un pays qui vient pour la première fois tendre les mains à l'Égypte. Qu'est-ce que veut dire ça? Et cette extension de relations au niveau de l'Asie centrale, notamment de la part de l'Égypte, il y avait bien sûr des relations historiques, religieuses, entre l'Égypte et le Kirghizistan, parce que les étudiants kirghizistans
viennent toujours en Égypte pour étudier. Est-ce que nous pouvons dire que cette administration égyptienne essaye de plus en plus de faire une sorte d'extension de ses relations avec les autres pays du monde, notamment en Asie? Absolument. Comme nous venons Absolument. de voir. Asie et autres. Mais cette partie de l'Asie. Et traduire quand même les relations amicales, fraternelles, religieuses en des chiffres dans le domaine de coopération économique et commerciale? Absolument. Maintenant, le monde, c'est les intérêts qui gouvernent. Bon, et c'est excellent de... C'est ce qu'on appelle la diplomatie économique. Absolument. D'avoir des relations amicables entre les deux présidents, chefs d'État. Mais l'essentiel, c'est que on coopère et on joint nos forces pour des intérêts communs. Ça, c'est l'essentiel maintenant. Et comme je viens de dire, c'est une visite qui arrive pour la première fois. On commence du premier carreau et nous espérons et nous aspirons que ces relations vont se développer certainement positivement. Comme vous avez dit, beaucoup de domaines. C'est bien qu'il y a des étudiants qui viennent à l'Azhar ici et aux universités égyptiennes, mais il manquait les relations économiques et diplomatiques. Donc, commençons par les relations diplomatiques. Ça ouvre beaucoup de portes avec les relations bilatérales, économiques, commerciales et autres. Comme je viens de dire, je pense que cette visite est historique de ce point de vue, de ce contexte. Oui. C'est-à-dire, ça commence, ça démarre. On a vu des protocoles qui ont été signés. On a vu absolument. Il y a encore... Et il y avait en fait une volonté de la part du président de Kirghizistan pour élever les niveaux de relations jusqu'au partenariat avec l'Égypte dans tous les domaines. Absolument. Et la volonté doit exister entre les deux chefs d'État. Et ça révèle une chose, c'est que l'Égypte, de plus en plus devenue très forte, et attire l'attention du monde entier et a la confiance de la part des autres pays du monde pour arriver à élever ces relations au niveau de partenariat stratégique. Absolument. Comme je viens de dire, c'est la politique et c'est la conviction du président et de l'administration de élargir et se propager partout dans le monde et commencer, s'il n'y en a pas déjà commencé, des relations avec tous les pays du monde. L'Égypte tend la main, l'Égypte parle toujours de la paix, de la sécurité, et ça donne la confiance aux autres pays de venir et de tendre les mains, encore une fois. À la lumière de ce que vous venez de dire, l'Égypte tend toujours la main à la paix, à la coopération. Absolument. De telles situations de gagnant-gagnant et essaie toujours de s'éloigner de toute situation où tous vont perdre. Absolument. À la lumière de ça, nous devons bien sûr passer à l'autre dossier qu'on a aujourd'hui, c'est le dossier soudanais avec les dernières évolutions malheureusement très tragiques qui touchent les Soudanais qui sont si je peux dire, nos frères, nos proches. Nous étions un seul peuple jusqu'à très récemment. Oui, un seul peuple, le peuple de la vallée du Nil, il y a presque 70 ans. Donc, ça représente une sorte d'approfondissement entre les deux. Oui, et également une sorte de dimension de sécurité nationale. Donc, je dois vous rappeler que la situation au Darfour se détériore en raison de la poursuite du conflit armé, entraînant des déplacements massifs de population, une famine généralisée, un effondrement des systèmes de santé, l'escalade de la violence, notamment à El-Fesh, l'aggravation de la malnutrition, les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire aggravent la crise, menaçant ainsi des milliers de vies. Donc, un aperçu sur ces conflits, sur ces violences qui frappent toujours Soudan dans ce commentaire.
L'escalade de la violence, notamment à El Fasher, a intensifié les déplacements de population. La violence a entraîné de nombreuses atrocités, notamment des meurtres et des viols, selon le procureur de la Cour pénale internationale. Le risque de violence ethnique augmente à mesure que les combattants progressent dans la ville. De nombreuses régions du Darfour sont en proie à la famine, avec des taux de malnutrition infantile alarmants et une augmentation des décès liés à la faim. Les systèmes de santé sont en train de s'effondrer, incapables de faire face à la malnutrition et aux maladies. L'accès de l'aide humanitaire est gravement perturbé par le pillage des convois, les restrictions et le refus d'accès. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison des combats. Plus de 11,5 millions de Soudanais sont déplacés à l'intérieur du pays, dont une grande partie depuis le début du conflit. L'ONU a alerté sur un risque d'impact dévastateur sur la paix et a appelé à une action internationale concertée. Des appels sont lancés pour une cessation immédiate des hostilités, le respect du droit international humanitaire et l'acheminement de l'aide. En fait, quand même aujourd'hui, chers téléspectateurs, pendant que les violences continuent dans la région voisine du Darfour, on trouve qu'une attaque dans la ville stratégique de l'Obaïd, des capitales régionales du Kordofan nord au Soudan, a fait au moins 40 morts, selon les annonces faites aujourd'hui par l'ONU. Cette attaque qui a visé un entraînement s'est produite hier sur la ville assiégée par les forces de soutien rapide, alors que les combats pour le contrôle de cette région du centre de Soudan se sont intensifiés ces derniers jours. Donc, notre observateur politique et économique, comment vous observez jusqu'à maintenant la situation? Franchement, nous sommes tous très tristes. Oui. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, les Égyptiens et les Soudanais, il y a juste quelques années, nous étions un seul pays, nous étions un seul peuple. On n'a jamais senti une différence entre le Soudan et l'Égypte, même en 53 et 54, quand on a laissé le Soudan, on a toujours senti que les Soudanais sont dans leur, justement, pays quand ils viennent en Égypte et vice-versa. Et extension normale et naturelle de l'Égypte, nous faisons partie du bassin du Nil et c'est ce qui nous lie encore de plus en plus. Et alors ce qui arrive au Soudan, c'est une chose vraiment très malheureuse, surtout que le Soudan, c'est important de mentionner ça, le Soudan c'est un pays très riche. Oui. Et c'est pour ça que peut-être c'est un cible pour beaucoup de forces étrangères, beaucoup de... alors c'est pour ça que il y a ce conflit interne. Malheureusement, on doit appeler ça une sorte de guerre civile entre l'armée régulière d'un côté qui représente la force du pays, absolument, le gouvernement, etc., et entre ces milices qui s'appellent justement les forces de soutien rapide. Soutien rapide. Et nous avons certainement les convictions de ces milices, et nous entendons tellement d'atrocités, tellement de massacres, tellement de carnages qui prennent lieu dernièrement. Et ils nous rendent tous vraiment très, très, très tristes. Et je pense que il y aura toujours il y a un soutien extérieur qui vient de quelque part, qui aide ces milices à continuer leur atrocité. Et si jamais ce genre d'approvisionnement, je parle de beaucoup d'armement, etc., si on n'essaie pas d'arriver à la source et d'arrêter ça, malheureusement ça va continuer. L'Égypte fait tout ce qu'elle peut pour empêcher
la détérioration de la situation, mais ce qui arrive, une ville aujourd'hui, une autre ville demain, un village, 50 morts aujourd'hui, 60 hier et 100 avant-hier, et un déplacement de centaines de millions, centaines de mille d'habitants. Premièrement, on trouve qu'il y a, on parle dans la ville, je crois, d'Al-Fasher, on parle de presque 3000 personnes sont tuées par les civils, par les forces de soutien rapide. On parle d'une sorte de détérioration humanitaire dans la région de Darfour. Déplacement massif de population, des vagues, on risque quand même au niveau régional, des vagues de réfugiés, une famine généralisée. On parle quand même de malnutrition. Comment vous trouvez cette situation et la communauté internationale? Je veux dire que ça, c'est une répercussion normale. Et quand il y a une guerre quelque part, il y a un conflit quelque part, les habitants quittent et se déplacent pour aller ailleurs. Certainement, il n'y a plus de chaîne d'approvisionnement, manger, eau et tout. Et tous les besoins n'arrivent jamais. Et ça se détériore d'un moment à l'autre, je ne veux pas dire d'un jour à l'autre. Et ça pose des problèmes. Et comme vous avez dit, des famines, des maladies, des épidémies, c'est-à-dire toutes sortes de catastrophes arrivent quand il y a une chose pareille. Malheureusement, vous dites les forces, mais moi je dis ce sont des milices, parce que ce n'est pas des forces, le mot... Ce sont des mercenaires. Absolument, voilà, même aidés par des mercenaires. Moi je pense que si jamais on demande à n'importe comme un soldat, pourquoi vous faites ça, il ne pourra pas répondre. C'est-à-dire, c'est malheureux, très malheureux. Ils ont essayé d'envahir le Soudan, ils ont essayé d'occuper le Soudan. Malheureusement, dans la région centrale, ils n'ont pas pu, la région est n'ont pas pu. Maintenant, ils se dirigent vers Darfour. Darfour, d'ailleurs, c'est un gouvernorat, c'est une province très riche. Et c'est pour ça que, quand je dis qu'il y a des forces extérieures qui essayent d'enflammer la situation... J'aimerais arriver aux forces extérieures et régionales, mais tout d'abord, comment vous évaluez, observez la position égyptienne? Je crois que l'Égypte essaye de soutenir le Soudan, l'armée soudanaise, les institutions de l'État du Soudan, pousser toutes les parties vers les négociations. L'Égypte, alors qu'elle est menacée par les forces de sécurité, par les forces de soutien rapide, ces milices ou ces rebelles, alors qu'elle a été menacée, l'Égypte essaye toujours de dire que la sécurité nationale de Soudan, c'est la sécurité nationale de l'Égypte, et essaye en même temps d'apaiser la situation. Absolument. Comme vous avez dit, la sécurité du Soudan, c'est la sécurité de l'Égypte. D'ailleurs, comme je viens de dire, le Soudan, c'est l'extension naturelle de l'Égypte. Et si jamais vous allez aux frontières égypto-soudanaises, on ne sent pas qu'on bouge d'un pays à l'autre, mais ça continue. Donc c'est pour ça qu'on les sent en plus. Retournant au gouvernement, la position du gouvernement égyptien a toujours été ferme. Nous soutenons les forces légitimes. Donc le gouvernement, l'armée, et nous faisons tout possible pour les endorser, être à leur aide si jamais ils demandent.
sur tous les points de vue et dans tous les domaines, mais certainement nous sommes complètement contre les milices qui ne sont pas légitimes, certainement. Et comme vous venez de dire, ils ne se contentent pas à ce... Et l'Égypte quand même ouvre ses portes aux réfugiés. Absolument, nous avons des millions de Soudanais, alors que en même temps l'Égypte est menacée par les forces de soutien rapides. La sécurité de l'Égypte est menacée, mais aussi il y avait des vagues d'inflation qu'a subi l'Égypte pendant qu'elle a ouverte ses portes. Absolument. Sur le niveau humanitaire, l'Égypte n'a pas de rival. Ouais. Nous notons plus de 15-16 millions de réfugiés de beaucoup de pays, notamment des pays arabes. Le Soudan représente... D'ailleurs, vous savez, nous tous savons que on ne dit pas des réfugiés, parce que quand ils viennent en Égypte, qu'ils soient soudanais, exactement, ils font partie de notre communauté et ils sont nos voisins, donc ils sont traités comme des citoyens normaux, absolument. Et c'est pour ça que ils sont très à l'aise, et ça c'est une chose historique, on ne peut pas changer. L'Égypte ne va jamais changer cette politique. Mais ça a une certaine limite. Nous étions très contents il y a quelques mois quand la situation au Soudan s'est apaisée un tout petit peu et la lumière à la fin du tunnel a apparu. Et il y a eu quelques Soudanais qui sont rentrés chez eux. Maintenant, malheureusement, ça se répète. Nous avons beaucoup de... J'aimerais bien sûr vous proposer avec nos chers téléspectateurs ce reportage concernant les répercussions de la crise au Soudan sur la sécurité de la région. Des explications tout de suite. Le conflit au Soudan menace la sécurité de la région, notamment par des déplacements massifs de population qui entraînent une pression accrue sur les infrastructures et les ressources des pays voisins, une crise humanitaire régionale et une déstabilisation économique. Il menace également la stabilité de la région du Nil. L'arrivée de réfugiés met à rude épreuve les services locaux, déjà fragiles comme la santé, l'éducation, l'eau et la nourriture, les poussant vers une instabilité croissante. En outre, le manque d'hygiène et de soins peut favoriser la propagation d'épidémies comme le choléra au Soudan du Sud. La crise a provoqué la plus importante crise de déplacement de population au monde, avec des millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan et à l'extérieur de ses frontières. La concurrence pour les ressources limitées exacerbe les divisions ethniques et peut alimenter l'instabilité et la violence entre les communautés. L'économie des pays voisins est touchée par la crise au Soudan, entraînant une inflation et une raréfaction des produits de première nécessité. La fermeture des frontières et la violence ont gravement perturbé les routes commerciales et la disponibilité des biens alimentaires, affectant l'économie de la région. L'instabilité prolongée au Soudan risque également d'aggraver la situation sécuritaire dans le Sahel. Donc, comme vous venez de regarder, la crise au Soudan a des répercussions graves, mais aussi multiples sur la sécurité de la région, notamment par des déplacements massifs de la population qui entraînent ainsi une pression accrue sur les infrastructures et les ressources des pays voisins, une crise humanitaire donc régionale et une déstabilisation économique. Terrible. Surtout que le Soudan a des frontières communes avec... une dizaine de pays, c'est-à-dire on ne parle pas de un ou deux pays, on parle de... Absolument. Et quand il y a... quand la stabilité d'une région disparaît, c'est normal que tous les pays de voisinage sont affectés d'une manière ou d'une autre. Il y a des pays qui ferment leurs frontières complètement, il y a des autres qui sont ouverts, comme l'Égypte, justement, pour recevoir... les personnes qui ont besoin de se déplacer.
etc. Mais franchement, c'est un cas un peu spécial. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que M. Hamditi, il a l'audace de menacer l'Égypte. Mais qu'il se croit. C'est-à-dire, il parle beaucoup, il laisse hausser sa voix, et ça, c'est une chose qu'on ne doit pas laisser passer. Ouais. Il doit être mis en place, et il doit savoir son propre volume, c'est-à-dire. Et nous prions que la situation à Darfour s'améliore. Comme je viens de dire, l'Égypte ne va jamais laisser le gouvernement et les forces armées légitimes et officielles seules. Et bien sûr, l'Égypte essaie toujours de dire qu'il y a toujours un soutien très important apporté aux institutions étatiques. Absolument, un pays. Je parle de ça parce que, quand même, l'Union africaine et la communauté internationale ont condamné la guerre au Soudan et la formation d'un gouvernement parallèle constitué par les forces de soutien rapide, appelant à la protection, bien sûr, je parle de l'Union africaine et la communauté internationale, les deux ont appelé à la protection de l'unité nationale et à un cessez-le-feu immédiat. Donc, ouais. Voilà. L'Union africaine, avec tous mes respects, certainement, comme les Nations Unies, beaucoup de décisions, beaucoup de déclarations, etc. Mais sur la terre, rien n'est fait. On a beau dire il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, ça doit s'arrêter immédiatement, etc. Rien ne s'arrête. Ouais. Mais comme je venais de dire, je continue, bien que nous soutenons tout ce qui est légitime, l'État soudanais d'un côté, mais on ouvre toujours la porte avec la paix. C'est-à-dire, vous ne s'entendez pas bien, essayez de négocier, essayez de avoir un peu de sens et rester sur une table et chacun met ses conditions et essayer d'aboutir à une situation favorable aux deux côtés. Ça n'arrive pas, mais on ne va jamais arrêter. Oui. J'aimerais bien sûr arriver au rôle des Américains dans ce dossier du Soudan. Le rôle des Émirats arabes unis et le rôle quand même du Kenya. Mais justement, je dois vous proposer ce reportage, chers téléspectateurs. Encore une fois, l'Union africaine et la communauté internationale condamnent la guerre au Soudan, rejettent également la fragmentation des pays, ont lancé des appels à l'aide humanitaire. Les explications. L'Union africaine a fortement condamné la création d'un gouvernement parallèle par les forces de soutien rapide FSR, considérant que cela compromet les efforts de paix et l'unité du Soudan. L'Union africaine a réaffirmé son soutien au gouvernement de transition en place et a appelé tous les États membres à ne pas reconnaître le gouvernement parallèle des FSR. L'Union africaine s'est opposée fermement à la partition du Soudan et a insisté sur le maintien de son intégrité territoriale. En outre, l'Union africaine a appelé à la fin immédiate des hostilités et à la recherche d'une solution politique par des discussions entre les belligérants. Pour sa part, la communauté internationale, y compris l'ONU et l'Union européenne, a condamné la guerre en cours et les atrocités commises par toutes les parties qui ont provoqué la pire crise de déplacement et de famine au monde. Des organisations comme le HCR et l'Union européenne ont promis et fourni une aide humanitaire supplémentaire pour faire face à la catastrophe humanitaire, soulignant la gravité de la situation, notamment en termes de famine. La communauté internationale, y compris l'ONU et l'Union européenne, a appelé toutes les parties à respecter le droit humanitaire international et à trouver des moyens de résoudre le conflit.
Comment vous trouvez le rôle du Kenya et le rôle des pays voisins du Soudan dans cette crise? Comme on venait de dire, une crise quelque part se reflète sur tous les pays de voisinage. Kenya, certainement, c'est un des pays les plus importants de voisinage au Soudan, bien que c'est au sud, mais ça fait partie toujours des pays de voisinage. Et l'Union africaine est importante, certainement, et le rôle joué pour essayer d'établir paix et sécurité dans tous les endroits en Afrique, c'est une chose impérative pour l'Égypte d'un côté et l'Union africaine de l'autre. Nous respectons absolument les efforts exploités par tous les pays de voisinage, Kenya entre autres. Beaucoup d'efforts sont exercés. Nous espérons que d'une manière ou d'une autre, le fait, c'est que si jamais on veut, disons, essayer de s'entretenir avec les différentes factions qui se combattent, on va rester avec quoi? Des mercenaires? C'est difficile, vous comprenez? Alors c'est pour ça que... Le rôle américain, où les Américains ont dit que la question soudanaise est compliquée. Absolument. Comment Bien que le président américain, il a son œil sur le prix Nobel. Il a essayé cette fois-ci, il n'a pas réussi, mais je pense que lui, il parle beaucoup de paix, il parle beaucoup de sécurité. Et le Soudan, c'est un pays immense, c'est un pays, comme je viens de dire, très riche, qui peut avoir des ressources très importantes pour la nourriture de l'Afrique en général. Il y a beaucoup de matières premières qui peuvent servir dans beaucoup d'industries. Ils ont de l'or, c'est-à-dire c'est un pays, ils ont du pétrole, c'est un pays très riche. Et c'est pour ça que le fait que ce pays est déstabilisé, c'est un grand problème. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays, l'Amérique entre autres, qui veut absolument essayer établir la paix pour justement que le Soudan retourne comme il était et d'une façon ou d'une autre ça représente une économie très importante pour l'Afrique et pour le monde entier. Le rôle américain est très apprécié. J'espère que le président américain fasse ce qu'il peut faire. Le problème, c'est que lui, il doit y aller par l'entremise d'agences. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller seul. Union africaine, Égypte, peut-être Kenya, comme vous l'avez dit. La Ligue arabe, mais aussi des puissances régionales, notamment dans les pays du Golfe ou la région du Golfe, comme les Émirats arabes unis. Comment vous trouvez leur pratique Je parle de ça parce que quand même les Émirats arabes unis ont condamné les pratiques, récemment condamné les pratiques de forces de soutien rapide. Il y a tellement d'intérêts qui sont compliqués, qui interviennent dans le Soudan. On ne comprend plus. Qui est avec qui est derrière qui, etc. etc. Ligue arabe, je m'excuse, nulle. Elle ne fait absolument rien. Elle n'a aucune autorité, aucune crédibilité. Je m'excuse. C'est-à-dire, si vous pouvez me dire, qu'est-ce que la Ligue arabe a fait sur les problèmes régionaux les dernières 5 ou 6 ou 7 ans? Absolument rien. Ils n'ont même pas pu
organiser un sommet. Donc, je ne compte pas sur la Ligue arabe, comme justement je ne compte pas sur les nations, l'ONU. Mais je peux compter sur des efforts individuels. Et quand je parle individuel, je parle de personnes ou pays, comme les efforts égyptiens, justement, comme les efforts des Émirats, absolument, comme les efforts du président américain et Kenya, qui peuvent peut-être ensemble créer une sorte de pression qui peut peut-être arriver à établir une certaine paix au Soudan et arrêter tout ce qui arrive là-bas, qui n'a rien à faire avec conscience et humanité. Absolument. Pour clôturer cette édition, d'après toute cette équation qu'on observe devant nous, et sur le terrain, les tragédies et les drames qui se sont déroulés nuit et jour et nuit, est-ce que nous sommes en direction de l'escalade ou vers une table de discussion et par conséquent de négociation? Non, négociation, jamais. Le régime, l'armée officielle et nationale veut quelque chose et les milices veulent se libérer du Soudan et former un différent pays. Donc, moi je vois malheureusement, très malheureusement, l'escalade et je vois que ça ne va pas s'arrêter sans une force. C'est-à-dire, il faut exercer une pression peut-être militaire de la part de l'armée soudanaise pour essayer de mettre fin à ce qui arrive. Sinon, malheureusement, je ne vois pas de négociations parce que il y a une partie qui demande un pays. Ils ne demandent pas une paix, ils demandent un pays. Donc ils doivent être arrêtés d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, nous pouvons dire que si les Soudanais eux-mêmes, les habitants du Soudan, à travers leurs différences ethniques, raciales et leur intérêt, quand même, s'ils se sont différenciés l'un des autres, s'ils ne vont pas être unis, ils ne vont l'avoir de la part, que ce soit des pays régionaux ou de la part des Nations Unies, de la part de l'Union africaine, de la part... Il n'y aura pas ça si les habitants de la population de Soudan Mon cher Hani, si entre nous, avoir cette entente. Absolument, si on ne s'entraide pas entre nous, comment s'attendre à ce que quelqu'un de dehors intervienne? Il faut mettre en priorité les intérêts certainement de leur pays, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Également. Et toujours, nous espérons qu'une paix régionale, plutôt globale, règne partout. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la prochaine.